Le zoo national d'Abidjan se renforce avec de nouvelles espèces. C'est une volonté affichée du ministère des Eaux et Forêts. Le ministère est déterminé à donner au zoo un nouveau visage. Et nous parlerons en culture de la fête de la Bissa. Aujourd'hui, nous ferons un clin d'œil aux Komiens. Quel est leur rôle dans la société Nzima Kotoko? Le 29 novembre prochain, les Burkinabés se rendront aux urnes pour élire leur président. La campagne électorale pour les élections couplées s'est ouverte aujourd'hui sur l'ensemble du pays avec 14 candidats en lice. Et au Burundi, l'ultimatum lancé par le président Pierre Nkurunziza à ses opposants pour qu'ils déposent les armes en échange d'une amnistie a expiré. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Commençons cette édition par le zoo national d'Abidjan qui se renforce avec de nouvelles espèces. C'est une volonté affichée du ministère des Eaux et Forêts. Le ministère veut donner au zoo un nouveau visage. Ce zoo qui a payé un lourd tribut après la crise post-électorale de 2010. Sangaré Nou et Alexis Ouedraogo. Jeanne Martine vit à Daloa. Elle est mère de 3 enfants et adore les animaux. Son rêve, transmettre cette passion à ses enfants. Des arbres verdoyants, des animaux en pleine santé, le nouveau visage du zoo d'Abidjan la ravit, elle et d'autres visiteurs. Le zoo est en train d'être peuplé par les animaux qui viennent d'arriver. Je pense que s'ils peuvent continuer sur cette lancée, ça nous fera plaisir. Au niveau de l'entretien, c'est bien. On peut dire qu'il y a de l'amélioration dedans. Les animaux sont bien protégés. Suite à la crise post-électorale de 2010, ce parc zoologique a payé un lourd tribut avec la disparition de plusieurs espèces animales, perdant ainsi son charme. Le zoo a compté à peu près 500 animaux pour une soixantaine d'espèces. Maintenant, on est tombé jusqu'à 200, moins de 200. Actuellement, on remonte à 270. Et petit à petit, donc, on va remonter peut-être pour atteindre l'effectif d'antan. Ces 3 dernières années, l'État de Côte d'Ivoire a mis les bouchées doubles pour redonner fière allure à ce parc. 2013 pour 306 millions, 2014 pour 307 millions, dont une partie a été utilisée donc pour monter la cage des lions et l'importation de 3 lions d'Afrique du Sud. Ce même reliquat a été utilisé justement pour l'importation de 4 zèbres. Le zoo a un nouveau visage tant au plan des infrastructures que de la gestion. Par exemple, aujourd'hui, pour permettre aux visiteurs d'avoir de plus amples informations sur les animaux, la direction a mis à leur disposition 5 guides spécialisés. Nous leur donnons toutes les informations. Enfin, sur leur mode d'alimentation, la provenance, l'âge, à l'état de nature, le comportement qu'ils ont, à l'état de captivité, le comportement aussi qu'ils ont. Toujours au chapitre des innovations, une cellule éducative a été mise sur pied. Elle permet de synthétiser la connaissance des enfants après la visite des animaux. Et quand l'enfant est imprégné de ce qui est important dans la préservation de l'environnement, je crois que toute la société peut en être imprégnée. Certes, de nombreuses actions ont été menées pour la réhabilitation des infrastructures et le repeuplement du zoo, mais beaucoup reste à faire. La première fois que je suis venu sur les grilles, il était bien identifié, le nom des animaux, leur provenance, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous. Le zoo à l'origine avait un espace de 19 hectares. Aujourd'hui, il n'en a que 12. Il y a 7 qui sont squattés. Donc sur les 12, il n'y a que 4 qui sont exploités. Donc le programme, c'est de récupérer ces espaces et de construire des infrastructures aux normes internationales. Parce que quand vous entrez dans le zoo, quand vous voyez les primates en prison, parce que c'est en prison, ça, ce ne sont pas les normes internationales. Il faut que les primates soient un peu plus libres, les animaux soient dans un espace un peu plus grand. Le zoo national d'Abidjan, baptisé en 1973 par Félix Houphouët-Boigny, a pour mission la sauvegarde et la préservation des espèces menacées. Il reçoit environ 100 000 visiteurs chaque année. La commune de Koumassi changera aussi de visage. La commune située dans le district d'Abidjan aura fière allure. Elle bénéficie du programme présidentiel d'urgence. 41 km de voiries seront bitumées et réhabilitées grâce au PPU et les travaux ont démarré à la grande satisfaction des populations. Frédéric Oulaï, Alexis Ouedraogo. Lorsqu'on parle de ça, c'est gênant pour nous. Le réseau routier à Koumassi est défaillant.
complètement défaillant. Nous n'avons pas de route. Depuis quelques années, le réseau routier est largement affecté. Nids de poules et eaux usées sur les voies principales de Koumassi seront bientôt de vieux cauchemars pour les populations de la commune. Le réseau routier va être restauré. Le maire Louis Raymond a annoncé le début de l'exécution des grands travaux, des réhabilitations des voies. Nous avons eu des oreilles attentives au niveau des décideurs de l'État, au premier chef, son Excellence le Président de la République. Et nos démarches auprès des autorités ont porté leurs fruits et nous avons un début d'exécution des travaux. En tout cas, nous fondons beaucoup d'espoir dans ces travaux et nous pensons que ça devrait pouvoir conduire à la fin du cauchemar des habitants de Koumassi. Pour ces travaux, nous avons mené des démarches dans toutes les directions. Nous avons eu plusieurs rencontres avec le ministre des Infrastructures économiques qui nous a promis son appui. Nous avons déposé aussi des dossiers auprès du PPU. L'exécution de ce projet financé par la mairie de Koumassi et l'État de Côte d'Ivoire devrait permettre de donner un visage nouveau et booster les activités économiques de la commune. Nous pensons que Koumassi devrait pouvoir avoir un visage reluisant, avoir une certaine fluidité dans la circulation pour que les opérateurs économiques ne perdent pas leur temps dans la circulation au lieu d'être au travail. L'impact, il est réel pour l'économie, il est réel pour le quotidien et puis il est réel aussi pour la santé. Plus de 41 km de routes sont prises en compte par le projet qui impactera les boulevards du Cameroun, du Gabon, du Caire du 7 septembre. 7 milliards de francs CFA sont mobilisés pour cette réhabilitation. Ouf de soulagement pour le personnel du district sanitaire de Mans. Les enfants souffrant de malnutrition de cette région bénéficient désormais d'une unité thérapeutique nutritionnelle. C'est un projet réalisé par Save Children et ses partenaires dans le but d'améliorer la santé maternelle et infantile. Le centre de santé sanguine de Mans a aussi reçu du matériel biomédical. Eve Bouy. Dame Victoire Do peut rentrer chez elle dans son village situé à 30 km de Mans avec son petit garçon âgé de 3 ans. Elle a séjourné à l'unité nutritionnelle thérapeutique UNT du CHR de Mans avec son fils qui souffrait d'une malnutrition. Mon enfant était malade, ça était fini, on dit d'envoyer à Mans. Ici venu, on a bien traité. Il est guéri. Comme Victoire Do, de nombreuses mères viennent ici à l'UNT pour la prise en charge de leurs enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. Une action rendue possible grâce à l'ONG internationale Save Children et son partenaire Odafem, sous financement de SIDA CSO. Un appui au district sanitaire de Mans et environ visant à améliorer l'état nutritionnel des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants de 0 à 5 ans. Un bâtiment entièrement réhabilité et équipé remis aux autorités administratives. Une bouffée d'oxygène pour de nombreux enfants atteints de malnutrition en provenance de plusieurs régions. L'unité nutritionnelle et thérapeutique que nous tenons ici, ça veut être l'unité de référence de toute la région. Mais je veux dire que notre aura a dépassé la région du Tonki. Des enfants en provenance de Touba, en provenance d'Odiéné. Et mes collaborateurs ont pu me dire, me souffler que monsieur le directeur, on a une fois reçu, plus d'une fois déjà, une dame en provenance d'Abidjan avec enfants malnutris et il y a eu du succès ici. Après donc le CHR, Save Children a aussi relevé le plateau technique du centre de transfusion sanguine CTS de Mans grâce à un de ses bailleurs. Il s'agit de la remise d'une chaîne d'ELISA. Ce matériel permettra au CTS de Mans de faire la qualification biologique des collectes de sang sur place sans toutefois attendre l'appui des autres centres accrédités. La communauté musulmane de Cocody a organisé une journée de don de sang. La communauté veut ainsi combler le besoin en sang du Centre national de transfusion sanguine et surtout sauver des vies. Moussa Konaté. Donner son sang est un acte bénévole et gratuit. Les fidèles de la mosquée des cités du lycée technique de Cocody passent à l'acte. Ils répondent ainsi à l'appel de leur imam en donnant 450 ml de leur sang pour aider à préserver des vies. Le sang, c'est la vie. Et je sais que les besoins sont très importants, mais malheureusement, les gens ne pensent pas souvent à venir donner un peu de leur sang. Donc il faut penser à venir donner le sang pour sauver des vies. Le sang que je donne, je ne sais pas où ce sang serait destiné un jour, peut-être à un de mes parents, je ne sais pas. Moi, je suis en bonne santé, mais il y a des gens qui sont malades et qui ont besoin de sang. Il s'agit tout simplement de répondre à l'appel de la vie. Lorsque nous savons que ceux qui sont les victimes de pénurie du sang sont d'abord des enfants et ensuite les accidentés et autres. Et rien ne peut remplacer le sang.
Donc nous avons choisi de faire ce don ultime pour aider tous ces malades, toutes ces personnes qui ont besoin de sang, mais aussi montrer aux yeux du monde entier que donner son sang, c'est islamique. Autre lieu au quartier Agbeikwa à Abobo, siège de la communauté islamique Mohammadiyat. Sous cette bâche, plusieurs personnes accomplissent les différentes étapes du don du sang. Vraiment, il y a un manque de sang. Donc nous avons pensé comme ça, en donnant aussi le sang, on peut contribuer aussi dans la santé. Ce n'est pas normal que dans nos hôpitaux, que le sang manque. Toute la communauté musulmane doit, n'est-ce pas, se mobiliser pour essayer de trouver une solution adéquate à ce problème. Alors nous sommes en train de donner une partie des solutions, parce que c'est un sacerdoce pour nous. Le sang, ce liquide précieux, ne se produit pas de manière industrielle. Pour être à l'abri du besoin, la Côte d'Ivoire doit réunir plus de 230 000 poches de sang par an. Les populations sont donc invitées à donner de leur sang pour sauver des vies. L'intégration des écoles confessionnelles islamiques dans le système classique, c'est une décision de l'État ivoirien. Mais pourquoi cette décision? Quels sont les critères d'intégration et que renferme même la notion d'école confessionnelle islamique? Karamoko Abdoulaye, directeur national de l'enseignement confessionnel islamique, a répondu à ces questions dans le magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Fatou Fofana. Voyons juste un extrait. L'enseignement confessionnel islamique, par définition, est le type d'enseignement qui combine, ou du moins qui cumule entre l'enseignement du programme classique standard et l'enseignement des valeurs religieuses. L'État ivoirien a décidé d'intégrer ces écoles dans le système éducatif national. Pourquoi cela? Il faut dire que depuis un certain temps, l'État de Côte d'Ivoire s'est résolument engagé à atteindre les objectifs de l'éducation pour tous, en assurant l'éducation à tous les enfants de ce pays. Aussi faut-il souligner que l'État s'est fixé pour objectif d'atteindre un taux de scolarisation de 100% à l'horizon 2020. Et ce taux de 100% à l'horizon 2020 ne peut être réalisé sans l'intégration de nos écoles. Parallèlement à ça, il faut également aussi dire que l'intégration de ces écoles répond au souci d'assainir ce taux d'enseignement et d'offrir les mêmes champs de ressources scolaires à tous les enfants de ce pays sans aucune distinction. C'est une révolution qui mérite d'être saluée. Toute école qui aspire à l'intégration et à la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire obéit à une critère de sélection, à une grille de critères de sélection, je veux dire, que je peux résumer en 4 points essentiels. D'abord, nous avons le critère de l'infrastructure. Toute école qui aspire à la reconnaissance doit être construite en matériaux définitifs et solides et non pas en matériaux temporaires et fragiles tels qu'en bambou, en paille ou des abris de fortune. Également, l'école doit être située dans un cadre sécurisé et sécurisant pour les enfants. L'école ne doit pas être par exemple dans un ravin ou sous une haute tension. Et également, l'école doit disposer d'un aire de jeu pour les enfants. Il y a également le critère des équipements. Entendez par équipement les équipements administratifs, pédagogiques, sportifs et parascolaires. Il y a également le critère des ressources humaines. Toute école qui aspire à une reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire doit être à mesure de disposer d'un corps enseignant qualifié et apte à dispenser le programme officiel de l'État de Côte d'Ivoire. Et nous avons enfin le critère pédagogique. L'école qui aspire à une reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire doit appliquer le programme officiel de l'État de Côte d'Ivoire dans son intégralité, avec pour langue de transmission la langue française. L'association islamique Al-Oulbey a organisé aujourd'hui une journée de prière et de lecture du Coran pour la paix en Côte d'Ivoire. Une conférence a été prononcée sur le thème « L'importance du vivre ensemble dans la diversité ». Massokone Moussa. La communauté islamique Al-Oulbey a une fois de plus tenu sa traditionnelle cérémonie de clôture du commentaire du Saint-Coran. Cette 15e édition a été l'occasion pour le guide spirituel Ahmad Tidiane Diabaté d'exhorter les fidèles musulmans à l'union et la solidarité. Pour lui, les religions doivent consolider les liens de fraternité entre les croyants en prônant l'union et le vivre ensemble. Le prophète lui-même a fraternisé avec les autres prophètes et donc c'était un message pour lui donné aux musulmans en nous disant de fraterniser avec tous nos co-religionnaires. Car quand on parle de l'islam, l'islam c'est la continuité de toutes les religions révélées
Un bon musulman, c'est celui qui se reconnaît comme disciple de tous les prophètes qui ont précédé l'islam. Donc l'islam, c'est une religion de vivre ensemble, mais c'est une religion aussi qui considère l'autre, qui respecte l'autre dans sa foi, une religion qui n'impose pas sa foi sur les autres, mais une religion qui séduit de par son comportement, de par sa bonne valeur morale et de par son éducation. Le vivre ensemble est un concept qui exprime les liens pacifiques entre les peuples et les ethnies dans leur société. Ayant perçu ce message, les fidèles entendent œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans leur entourage. Le vivre ensemble, c'est une nécessité. À chacun donc de faire son effort, de faire sa part de sacrifice par rapport au pardon pour qu'on puisse y accéder. Pour qu'il y ait la paix, je pense que le vivre ensemble, c'est une nécessité, c'est une obligation. L'association Ahlul Bayt existe depuis 2000. Elle vient en aide aux personnes vulnérables telles que les veuves et les orphelins sans distinction de religion à travers des dons de toute nature. Le reportage de Massokone était commenté pour vous par Moussa Konaté. L'église Ariste de Côte d'Ivoire a 100 ans et dans le cadre des festivités marquant ce centenaire, l'église Ariste a organisé un culte d'action de grâce. Voyons cela avec Moussa Konaté et Fidèle Lagné. Les chrétiens de l'église du Christ Mission Ariste du village d'Abobo Doumé dans la commune d'Atekoubé en fête. Les fidèles célèbrent le centenaire éclaté de l'église Ariste de Côte d'Ivoire. Le Christ, vraiment qui est le sauveur, qui devait nous sauver. Et jusqu'à ce jour, nous avons 100 ans, l'église Ariste a 100 ans. Et nous sommes dans la joie, dans la manifestation, dans le bonheur, dans la paix. Ce charisme spirituel nous a fait découvrir certaines choses qui étaient cachées en nous. Aujourd'hui, à travers l'église Ariste, nous sommes délivrés. Nous avons eu de gros diplômes. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Au cours de la célébration, le patriarche de l'église a exhorté les fidèles à perpétrer l'œuvre à eux léguée par les pionniers de l'église en maintenant la flamme allumée. Le vrai Dieu, c'est le Dieu invisible, qu'on adore en vérité, en esprit, et qui sauve. Et les anciens ont cru en ce message. Et l'Église aujourd'hui, par sa puissance, a 100 ans. Après que la première génération soit passée, les prières que nous lui adressons dans cette mission du Christ Mission Ariste, ce sont des prières qui se conforment à sa volonté. Il a fait pour nous et qu'il continue de nous assister et qui bénisse la génération actuelle et les générations à venir. Implanté en Côte d'Ivoire en 1913 par le prophète William Wadé Ariste, venu du Libéria, l'église Ariste a eu 100 ans en 2013, un siècle d'existence qui a donné lieu à des célébrations éclatées partout en Côte d'Ivoire. Les Birmans ont voté aujourd'hui leurs parlementaires. Le taux de participation s'élève à 80% pour ces premières élections libres depuis 25 ans. Les enjeux sont importants puisque le Parlement devra ensuite désigner le président et le parti de l'opposante et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi par favori. Alexis Ouedraogo. Première élection libre en Birmanie depuis plus de 25 ans. Ce dimanche, les bureaux de vote ont fermé à l'heure prévue avec une participation de 80% selon les premières estimations. Aucun résultat définitif ne devrait être annoncé avant plusieurs jours. L'opposante Aung San Suu Kyi est donnée favorite. Après la fermeture des bureaux, la mission d'observateurs européens a assuré n'avoir pas observé de fraude, indiquant toutefois que tout pourrait encore arriver lors du décompte ou du transport des urnes. Ce scrutin est considéré comme un test du succès éventuel de la transition démocratique dans le pays. La plupart des 30 millions de Birmans appelés à s'exprimer ce dimanche n'avaient jamais voté de leur vie. L'opposition et les observateurs ont toutefois noté quelques problèmes. Chaos du vote anticipé à l'étranger, impossibilité de voter pour des centaines de milliers de Rohingyas musulmans, annulation du vote dans des régions en proie à des conflits ethniques. Au total, plus de 90 partis étaient officiellement en compétition, dont certains seront clés dans le jeu des alliances. Au-delà des législatives, l'enjeu est l'élection du président par le Parlement. Dans quelques mois, Aung San Suu Kyi, empêchée d'accéder à la présidence par la Constitution, a prévenu qu'elle serait au-dessus du président en cas de victoire de la LND. Le rendez-vous est fixé au 29 novembre prochain pour les Burkinabés. Ils se rendront aux urnes pour élire leur président. La campagne électorale pour ces élections couplées s'est ouverte aujourd'hui sur l'ensemble du pays avec 14 candidats en lice pour la succession de Blaise Compaoré. La Commission électorale nationale indépendante appelle les candidats à la fraternité et au fair play.
Au Ghana, l'exploitation du pétrole et du gaz dans l'ouest du pays est l'une des priorités du gouvernement. L'objectif est de briser la dépendance du pays envers le Nigeria. Le Nigeria qui est le premier producteur africain de brut. Le Ghana veut ainsi en finir avec les coupures de courant qui peuvent durer toute une journée, mais la population locale s'inquiète des dégâts écologiques fatals dans cette région agricole. Ghana, le secteur énergétique est en plein boom. 5 ans après avoir commencé à exploiter son premier gisement de pétrole avec le champ sous-marin de Jubilee, le pays se tourne désormais vers le gaz naturel. Lors de l'inauguration d'une usine à gaz l'an dernier, le président John Dramani Mahama a même affirmé vouloir en faire sa priorité. Cette centrale, je pense, est encore plus importante que le pétrole en raison de son effet multiplicateur en termes de création d'emplois, ainsi que pour la sécurité énergétique du Ghana. Je suis beaucoup plus enthousiaste aujourd'hui vis-à-vis de cette raffinerie de gaz que je ne l'étais lors de l'extraction des premiers barils de pétrole. Mais l'installation de cette usine produisant 500 MW suscite bien des inquiétudes. Les habitants de la région vivent principalement de la pêche et de l'agriculture. L'exploitation du gaz représente une réelle menace sur leur mode de vie traditionnel et leur environnement. La nuit, on ne peut pas dormir à cause du fonctionnement de l'usine. Il fait plus chaud. Cela affecte notre agriculture, les cocotiers et les plantes s'assèchent. Les pêcheurs se plaignent également de la zone d'exclusion de 500 mètres autour des puits. Des algues nauséabondes encombrent leurs filets et les stocks de poissons semblent diminuer. Ces mauvaises algues nous dérangent énormément. L'exploration pétrolière a causé beaucoup de difficultés sur les zones côtières. Les poissons ont commencé à mourir et nous avons entendu dire qu'une technique utilisée pour les forages de pétrole en est la cause. Nous n'attrapons plus autant de poissons qu'avant dans les zones côtières et à cause du forage, une odeur nauséabonde vient de la mer. Toutes ces inquiétudes ne vont pas arrêter l'exploitation pétrolière et gazière pour autant. Malgré une production de seulement 100 000 barils par jour, soit quasiment 20 fois moins que son voisin nigérian, le secteur est considéré comme un relais à la croissance économique du pays. En effet, l'économie du Ghana repose aujourd'hui principalement sur l'or et le cacao. Le gouvernement souhaite multiplier par 6 sa production de brut d'ici 2018 afin de briser sa dépendance envers le Nigeria et en finir avec les coupures de courant qui peuvent durer toute une journée. Et nous partons au Maroc où le roi Mohamed VI vient d'appeler à la fin de l'économie de rente. Explication avec Alexis Ouretraogo. Le Maroc célébrait cette fin de semaine les 40 ans de la marche verte. Mohamed VI est arrivé à La Ayoune vendredi en visite officielle. Saluant la foule, il a parcouru la ville en voiture afin de marquer cette date historique. La marche verte avait été organisée par son père Hassan II pour revendiquer l'appartenance du Sahara occidental au Maroc. Quelques 350 000 Marocains ont participé à cette marche au départ du colonisateur espagnol en 1975. 4 décennies après, ce vaste territoire de demi-million d'habitants continue toutefois d'être revendiqué par des indépendantistes du Front Polisario. Soutenu par Alger, il réclame un référendum d'autodétermination et rejette le plan d'autonomie présenté en 2007 par Rabat. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis 1991 et l'ONU compte une mission, la MINURSO. Les efforts de médiation entre l'émissaire Christophe Ross sont en revanche dans l'impasse. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso promulgue la nouvelle constitution du pays. Promulguée vendredi soir, la nouvelle constitution est issue du référendum controversé du 25 octobre. L'opposition rejette cette nouvelle constitution écrite au non-respect du peuple. Elle dénonce une précipitation et réclame des négociations avec le pouvoir. Au Burundi, l'ultimatum lancé par le président Pierre Nkurunziza à ses opposants pour qu'ils déposent les armes en échange d'une amnistie a expiré. Les opérations forcées de désarmement ont commencé dans les quartiers contestataires de la capitale. Mais quelques heures avant cette expiration de cet ultimatum, du sang a coulé dans un bar à Bujumbura, la capitale. 9 personnes ont été tuées par des hommes armés qui auraient pris la fuite après leur forfait. Les États-Unis ont dépêché un émissaire au Burundi pour appeler à la médiation régionale et mettre fin
à cette violence. L'effondrement d'un barrage minier près de la ville de Mariana au Brésil et la coulée de boue a occasionné 17 morts et plus de 50 blessés. Explication avec Alexis Ouedraogo. Quelques 500 personnes ont été secourues cette fin de semaine par des hélicoptères et véhicules tout-terrain dans ce village brésilien englouti par la boue. Les familles cherchent encore désespérément des proches disparus. La présidente brésilienne Dilma Rousseff a annoncé l'état d'urgence dans la région de Bento Rodrigues, un village de 620 habitants totalement ravagé. Transmettant sa solidarité aux familles des victimes, Mme Rousseff a exigé une enquête rigoureuse sur les causes et les responsabilités de cette catastrophe qui a fait au moins 17 morts. Dévastée par cette coulée de boue de 60 millions de tonnes de déchets de minerais de fer, Bento Rodrigues ressemble aujourd'hui à une ville fantôme immergée dans la boue. La coulée a emporté sur son passage des maisons entières, des camions, des voitures. Les 500 personnes secourues dans la journée ont été décontaminées avec des bains d'eau et de savon. L'accident s'est produit jeudi dans l'état de Minas, à une vingtaine de kilomètres de la ville coloniale de Mariana. Voilà, parlons de la fête Abissa chez nous ici en Côte d'Ivoire. Chez le peuple Nzima, les Komians, c'est-à-dire les féticheuses, ont un rôle important dans la société. Ils jouent un rôle de protection du peuple. Pendant la période de l'Abissa, leur mission première est mise en veilleuse. Suivez ce reportage de Victoria Ngwa pour nous en dire plus. La préservation de la cohésion sociale et de toute calamité est le fait des Komians ou féticheuses dans la tradition Nzima. Les Komians ont aussi un rôle de guérison et de protection du peuple. Il y a des garçons qui viennent t'expliquer des problèmes, tu vois. Mais nous, on est là pour arranger. On n'est pas là pour gâter. Si le monsieur, on doit appeler la femme pour parler entre les deux, on les appelle et puis on arrange. Mais si la femme aussi vient, vous venez nous voir que mon mari, je veux que je l'attache. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Dieu nous a créés pour aider les gens, mais on ne nous a pas créés pour tuer ou bien pour attacher. Pendant 2 semaines, ce rôle est mis en veilleuse au profit de l'Abissa. C'est en fait l'Abissa qui reprend ce rôle de cohésion à travers la critique sociale. La critique sociale reflète la notion de démocratie Nzima dans toute sa plénitude. Ici, toutes les barrières sociales sont levées. Le peuple dénonce ou magnifie selon les actions menées par tout membre de la communauté, y compris les hautes autorités royales et coutumières durant l'année écoulée. Nul n'a le droit de se fâcher. C'est un bilan qui assure l'équilibre social du peuple et les chansonniers ne peuvent être poursuivis ni sanctionnés après leurs critiques. Au cours de la journée du jeudi, les chansonniers Ananzin d'Azureti ont salué les performances du président du comité d'organisation, Jean-Baptiste Amichia, lui qui a réussi à positionner l'Abissa au plan international. Merci à vous tous de votre aimable attention. Demain 20h, retrouvez Ali Diarasouba.